Cette semaine, on continue notre trip à 3 dans le van. Et au programme, ce que je te propose, c'est une route incroyable au fond d'un canyon où il est nécessaire de pas avoir trop peur du vide. Et ni d'être claustro. Et évidemment, quelques petites galères mécaniques, mais qui sont vite oubliées grâce à des couchers de soleil magnifiques. Bref, je t'en dis pas plus, installe-toi bien, c'est parti. Pour te remettre dans le contexte, on était toujours en Cappadoce et c'était notre dernier jour. Et quelques heures plus tôt, j'avais découvert qu'on avait une petite fuite au niveau de l'arbre de transmission. Et sachant qu'on allait faire de nombreux kilomètres juste après, il était nécessaire d'aller faire checker tout ça dans le garage le plus proche. Alors on vient de passer au garage et du coup le pronostic c'est qu'en fait ça a débordé parce qu'il y a une pièce qui est défectueuse et que je devrais changer à la longue, mais ils m'ont dit pour l'instant ça va, tu checkes juste de temps en temps quand est-ce que l'huile descend et tu peux en mettre. Et moi j'en ai dans Barnabé donc c'est parfait. Donc plus de peur que de mal. Et quand je vais chez un garagiste comme ça, il y a un truc que j'aime bien demander, qui est quelle voiture est leur préférée. Et la réponse du mécanicien m'a vachement étonné, parce qu'il m'a répondu une Tofaş. Moi je savais vraiment pas ce que c'était, et du coup il a décidé de me la faire découvrir en m'emmenant avec lui faire un petit tour. Allez, c'est parti, hein, on va faire des drifts, on revient. C'est parti. Et après cette petite expérience fort sympathique, on a pris la direction de Kémalié. Et la plupart du temps, la route était comme à son habitude en Turquie, c'est-à-dire toute droite, tout en n'ayant rien à l'horizon. Et en tout, on a roulé un peu plus de 6 heures pour faire 400 km. Parce que l'état des routes, combiné au fait que le van n'avance pas très vite, fait qu'il faut beaucoup de temps pour parcourir ces nombreux kilomètres. Non mais là en fait elle va bien parce qu'elle a un bon débit d'eau en 30. Et on tire à fond donc là elle... Après une journée presque complète de route à rouler pour rejoindre en fait l'est du pays, on est presque arrivé à notre spot de ce soir. Il nous reste encore 45 minutes de route, donc je pense qu'on va encore arriver de nuit. Parce que là en plus ça va nous prendre encore un petit peu de temps de faire le plein d'eau, parce que c'est un peu la galère, il n'y a pas trop de débit. Mais en tout cas on est arrivé dans des paysages montagneux juste magnifiques. On en profite aussi en même temps pour se recharger en bois, histoire de passer la nuit au chaud. Parce qu'avec l'altitude, il fait vite bien froid. Et c'est au petit matin qu'on a pu découvrir ce qui nous entourait. Et avec cette vue sur l'Euphrate, on savait qu'on était au bon endroit. Et quand tu te réveilles avec un décor aussi incroyable, tu sais que la journée va bien se passer. Et ce qu'on voulait faire aujourd'hui, c'était l'une des plus belles et impressionnantes routes qui passe à travers le Karanlık Canyon, et qui signifie canyon sombre. Ouais, effectivement, le nom n'inspire pas vraiment confiance. Mais ça, c'est pas ce qui allait nous arrêter. Et la route que l'on prend, elle a aussi son petit nom, qui est le Tas Yolu, qui veut dire en français le chemin de pierre, qui donne d'ailleurs beaucoup plus confiance que le nom du canyon. Mais en réalité, il faut pas vraiment se fier à son nom, parce qu'elle est qualifiée d'une des routes les plus dangereuses du monde. Ouais. Et après avoir roulé quelques kilomètres sur celle-ci, on a vite compris pourquoi. Aucun bitume à l'horizon, les virages sont super serrés, pas de rambarde de sécurité évidemment, ce qui fait que si tu te loupes, tu peux vite finir dans l'Euphrate qui se situe à quelques centaines de mètres en contrebas.
avec quelques tunnels qui soit te rassureront, ou alors si tu es un petit peu sujet à la claustrophobie, n'aideront pas vraiment. Et pour l'histoire de cette route, qui est aussi dangereuse que magnifique, eh ben, dis-toi qu'il a fallu 132 ans pour la construire. C'est beaucoup, vraiment beaucoup, surtout quand tu vois qu'elle fait 10 km. Et c'est parce qu'en fait, c'est principalement les locaux qui étaient là qui ont construit cette route avec des outils vraiment de base. C'est-à-dire des pelles, des pioches, ils ont vraiment creusé tous les tunnels et fait toute la route avec très peu de moyens. Et cette construction a commencé en 1870. Et donc 132 ans plus tard, en 2002, la route était enfin praticable. Elle avait pour but de relier la ville de Camalier à la ville de Divriği. Et plus on avançait sur cette route, plus la largeur de celle-ci se rétrécissait. On passe? Heureusement, un petit renfoncement niché entre deux énormes falaises nous a permis d'avoir assez de place pour pouvoir se croiser. Évidemment, quelle est la bonne blague à faire quand tu conduis un véhicule tout en étant très proche du ravin? La simulation de perte de contrôle. Ça marche toujours. Alors après le Dark Canyon de ce matin, ce qu'on a fait, c'est qu'on a commencé à prendre la route pour aller au mont Nemrut. Sauf que pour aller là-bas, il y a au moins 5 heures de route. Donc on en profite pour faire une petite pause déjeuner au soleil, proche d'une rivière. Ce matin, on a pris tranquillement le temps de se réveiller et de se reposer un petit peu parce qu'on a fait quand même pas mal de route ces derniers jours. Et là, il nous reste 1 heure avant d'arriver au mont Nemrut. On se prépare, on range le van parce qu'en fait c'est vite le bordel. À 3 en fait c'est tout le temps le bazar. Il faut tout le temps ranger en fait. Donc tous les matins on range, tous les soirs on range tout le temps en fait. Donc voilà, on va faire ça. Ensuite on prend la route pour se rendre au mont Nemrut. C'est la plus grosse montée qu'on ait fait jusqu'à maintenant parce que là on est 20 fonds de plancher et c'est pas fini. Et cette route était vraiment différente de celle que tu peux avoir normalement en montagne. Parce que d'habitude tu as beaucoup de virages histoire de compenser la pente, histoire de pas prendre trop de pourcentage d'un coup. Mais là c'était plutôt une route droite qui monte directement la montagne. Donc au niveau pourcentage, je sais même pas combien on était parce que c'était pas indiqué. Mais en tout cas c'était bien sportif pour Barnabé. Là c'est le problème après toute la grosse montée, ça a bien chauffé et j'ai un des flexibles, c'est un peu fendu et du coup il y a un gros trou et ça pisse le liquide de refroidissement mais genre partout. On est bien, et très bien. On a essayé de regarder là où il y avait des garages au plus proche pour y aller en descente, pour pas qu'on ait trop à monter, pour pas faire chauffer le moteur. Donc c'est pas la super bonne nouvelle, je pense qu'on va skipper Nemrut et on va commencer à descendre parce qu'en plus il fait bientôt nuit donc les garages vont bientôt fermer. Alors au final on s'est quand même dit qu'on allait profiter du lieu, maintenant qu'on est là ce serait dommage de louper. Je
surtout après tout ce qu'on a fait comme côte. Et si le mont Nemrut est assez connu, c'est grâce à Antiochos Ier, un certain roi de Commagène, qui a décidé d'ériger son tombeau sur ce sommet culminant à plus de 2200 mètres et qui en fait l'un des plus hauts du Taurus oriental. Et la particularité de ce tombeau, c'est qu'en fait il a été recouvert d'un tumulus de pierre mesurant 150 mètres de large sur 50 mètres de haut. Autant te dire que pour aller piller celui-ci, il faut le vouloir. Et c'est pas tout. Tu peux aussi retrouver de nombreuses statues tout autour de celui-ci, représentant de nombreux dieux de la période hellénique et qui sont figés là tels des gardiens. Et le truc le plus fou, c'est que tout ça a été construit il y a plus de 2000 ans, et que pour ériger tout ça, il a fallu ramener les matériaux de la vallée, sachant que les statues pèsent entre 6 et 10 tonnes chacune. Je ne sais pas quel procédé a été utilisé, mais je pense que ça a dû prendre un temps fou. L'entièreté de celles-ci ont d'ailleurs perdu leur tête au fil du temps, avec les tremblements de terre et les différents aléas climatiques. Mais cela n'enlevait rien à la beauté du lieu. Et grâce au fait qu'il soit si haut en altitude, tu peux apprécier en plus un magnifique coucher de soleil. Maintenant, on va voir si on peut continuer à rouler avec Barnabé. On espère fortement. On va commencer par le démarrer et on va voir comment le liquide de refroidissement va réagir. Le problème maintenant, c'est qu'avec l'épisode de tout à l'heure, on a presque plus de liquide de refroidissement. Du coup, on va rajouter un peu d'eau dedans. Ma sonde, donc pour avoir la température du liquide de refroidissement, elle était pas super haute, ça ne m'indiquait pas que c'était en surchauffe complète. Donc on sait pas trop, on verra bien, faut qu'on le redémarre et qu'on voit si ça bouillonne directement assez vite ou si ça se refroidit correctement. Là il y aura rien de très grave. Et si ça bouillonne, on va devoir s'arrêter et faire petit à petit et trouver un garage au plus vite. Donc on est parti. Bon là on vient descendre un tout petit peu pour voir si ça chauffait directement. Pour l'instant l'aiguille de température reste à niveau, donc c'est parfait. Alors hier soir du coup on est revenu au même spot sur lequel on avait dormi la veille, parce qu'en fait on s'est rendu compte que l'eau ne chauffait pas tant et ça permettait aussi de refaire pas mal de côtes, comme ça on pouvait voir si vraiment c'était un problème avec le liquide de refroidissement, la pompe à eau, tout ça. Et au final il s'avère que ça chauffe plus du tout, donc je pense c'est qu'en fait c'est quand je me suis arrêté, c'est que j'ai coupé le moteur directement, il était super chaud et le système de ventilation du liquide de refroidissement s'était complètement arrêté. Et par ce fait, ça a fait un espèce de trop-plein dans le vasque suspension et vu que c'était chaud, c'est juste sorti en geyser comme ça. Donc en soi, c'est plutôt une bonne nouvelle. On est plutôt content que tout se passe bien pour le liquide de refroidissement. Et là, on va refaire pas mal de côtes, donc on va pouvoir voir comment le liquide de refroidissement réagit. Au final, plus de peur que de mal, parce qu'après de nombreux kilomètres parcourus, tout allait pour le mieux pour Barnabé. Et après 2 semaines passées ensemble, le challenge du road trip à 3 touchait à sa fin. Parce qu'aujourd'hui, César et Gabriel devaient reprendre un avion en direction de Paris. Donc pour ce dernier jour, on n'a pas fait grand chose. On a juste profité du petit spot qu'on avait trouvé, trié et rangé toutes les affaires pour ne rien oublier. Et quelques heures plus tard, il était temps de se dire au revoir. Ciao ciao. En tout cas, c'était juste 2 semaines de road trip incroyables. Et pour être honnête, elles avaient une saveur différente. Parce que partager ce genre d'expérience avec des personnes que tu apprécies est totalement différent du fait de les vivre tout seul. Parce que ça, c'est des souvenirs communs qu'on gardera en nous toute notre vie. Allez, sur ce, prends soin de toi et je te dis à la prochaine. La bise.